Bonjour Monsieur Cario, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour mes enfants, je suis ravi de participer à cet entretien. Qu'est-ce que l'AEFE? L'AEFE est un opérateur public qui signifie Agence pour l'enseignement français à l'étranger et qui pilote dans 138 pays toutes les écoles, collèges, lycées français à l'étranger. Un très grand réseau de 566 écoles et une à Dhaka, ici au Bangladesh, dans laquelle vous êtes scolarisés. Parler de votre parcours professionnel. Avec plaisir. À l'origine, je suis un professeur de sciences économiques et sociales au lycée. J'ai exercé pendant une dizaine d'années à des élèves de seconde, première, terminale, avec la préparation du baccalauréat dans cette matière, sciences économiques et sociales. Ensuite, je suis devenu proviseur de lycée, directeur d'établissement scolaire, pendant une dizaine d'années également. J'ai exercé 5 ans à Séoul, en Corée du Sud, et 5 ans à Amman, en Jordanie. Et depuis une dizaine d'années, j'exerce les fonctions de responsable régional. Aujourd'hui, je m'occupe de l'Asie-Pacifique. Je suis basé à Singapour, pour pouvoir facilement rayonner dans les 20 pays de l'Asie-Pacifique. Mais précédemment, pendant 4 ans, j'étais au siège de l'AEFE à Paris et je m'occupais de l'Afrique. Et encore précédemment, je m'occupais, basé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, et à l'époque, de la péninsule indienne, donc du Bangladesh, puisqu'à l'époque, dans notre découpage régional, la péninsule indienne était regroupée avec le Moyen-Orient et non pas avec l'Asie-Pacifique. Ce qui fait que je suis déjà venu dans cette école en 2016. En combien de secteurs AEFE le monde est-il divisé? 6 secteurs. Il y a donc l'Asie-Pacifique, celui dont je m'occupe actuellement, l'Afrique, dont je viens de vous parler, dont je m'occupais de 2018 à 2022. Il y a le Moyen-Orient, Proche-Orient, Océan Indien. C'est l'autre partie de l'Asie à laquelle nous appartenons. D'un point de vue géographique, vous savez, il y a 5 continents. L'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Eh bien, l'Asie et l'Océanie sont divisées en 2 entités. L'Asie-Pacifique, au niveau de l'AEFE, j'entends, et Moyen-Orient, Proche-Orient, Océan Indien. Avec l'Afrique, ça fait 3. Le 4e secteur, alors, c'est l'Europe, mais qui fait l'objet d'une petite division. Vous avez l'Europe moins la péninsule ibérique, et vous avez la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord, le Maghreb, voilà, qui constituent les 4e et 5e secteurs. Et le 6e et dernier secteur, ce sont les Amériques, Amérique Nord et Sud, ensemble. Quelles sont vos missions au sein de l'AEFE? Alors actuellement, je suis donc en charge du pilotage de l'Asie-Pacifique, qui comprend 50 écoles, lycées, français. Mon rôle, c'est d'être l'interlocuteur quotidien de tous les directeurs, proviseurs de ces 50 établissements, d'être leur interface avec l'AEFE à Paris, hein, puisque vous savez, il y a 7 heures de décalage horaire depuis Singapour où je suis basé, et 12 heures d'avion. Donc, il est important que quelqu'un soit présent dans la région pour pouvoir au quotidien, sur un fuseau horaire facile, hein, ici il y a 2 heures de décalage horaire avec Singapour, et de Singapour, le fuseau horaire le plus éloigné vers l'est, c'est le Vanuatu, il y a 3 heures de décalage horaire. Vous voyez, donc je suis au milieu de la zone, à plus 2, plus 3, moins 3. Mais par rapport à Paris, vous voyez, le Vanuatu, c'est plus 10 heures. Donc c'est moins facile d'échanger, par exemple, depuis le Vanuatu avec le siège parisien de l'AEFE. Donc mon rôle, c'est de permettre, si vous voulez, les échanges avec le siège. Et puis, donc ça c'est du quotidien, hein, c'est des échanges permanents avec Monsieur Talawanou, votre directeur, avec l'ensemble des autres directeurs. M'assurer que la politique de l'agence est appliquée dans l'ensemble du secteur. Et puis, une mission très importante qui nous a été confiée par le président de la République, Emmanuel Macron, M. Macron, c'est de développer le réseau pour offrir plus de places d'accueil à tous les élèves de toutes les nationalités qui souhaitent rejoindre nos écoles. Et donc, nous sommes en train de développer de nouvelles écoles, nous sommes en train d'agrandir des écoles pour qu'il y ait encore plus de capacité d'accueil pour des élèves comme vous. Quelle est votre vision de l'éducation française?
Alors c'est une vision très universaliste, très ouverte. Nous sommes le prolongement du service public des écoles françaises du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc école républicaine, laïque. Alors pas gratuite à l'étranger parce que nous sommes dans un fonctionnement mixte où les parents d'élèves doivent payer des frais de scolarité pour pouvoir participer au coût de fonctionnement des écoles. Mais nous sommes effectivement homologués par le ministère français de l'Éducation nationale, justement pour offrir le même service aux élèves français de toutes les nationalités qui vivent, par exemple ici à Dakar, dont les parents souhaitent une éducation à programme français. Bien, nous offrons le même service qu'à Paris, Marseille, Lille, Toulouse. Voilà. Ce qui permet à tout élève de cet établissement, si ses parents doivent, pour une raison professionnelle ou autre, retourner vivre en France, poursuivre leur scolarité de manière tout à fait fluide, ou bien, puisqu'on parlait de Tokyo tout à l'heure avant l'interview, si demain vos parents sont nommés pour des raisons professionnelles ou autres à Tokyo, eh bien il y a un lycée français international à Tokyo dans lequel vous pourrez poursuivre vos études. Donc la vision que nous avons, c'est une vision mondiale qui permet à tous ceux qui le souhaitent de scolariser leurs enfants dans des écoles et de pouvoir poursuivre leur cursus scolaire de la petite section jusqu'à la terminale et bien au-delà, à l'université, dans nos écoles, sans test d'entrée, voilà, de manière très accueillante et très inclusive. Combien d'écoles sont sous votre responsabilité? Alors actuellement en Asie, directement les 50 de l'Asie-Pacifique, et donc nous sommes dans une de ces 50 étoiles de la zone. Il faut que vous sachiez qu'il y a de nouvelles écoles qui vont rentrer à la rentrée 2023. On n'a pas encore les résultats officiels de la commission interministérielle d'homologation qui va accorder l'homologation à de nouvelles écoles, mais il y en aura de nouvelles. Et donc, petit à petit, voilà, nous progressons et nous nous développons dans cette région. Avez-vous un rapport avec les ambassades de France? Absolument. Lorsque je me déplace depuis Singapour à Dhaka, au Bangladesh, dès lors que je suis sur le sol du Bangladesh, je suis sous l'autorité de Madame l'ambassadrice de France à Dhaka. Voilà. Je suis un fonctionnaire détaché auprès de l'opérateur public Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui est sous la tutelle exclusive du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna, nomme des ambassadeurs et des ambassadrices dans chacun des pays dans lesquels nous avons une ambassade. Et moi, en tant que fonctionnaire détaché de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans tous les pays dans lesquels je me déplace, je suis sous l'autorité de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice de France du pays. Voilà. Donc, bien sûr, nous rendons compte à l'ambassade de France, c'est très important. Et en matière scolaire, l'ambassadrice délègue au conseiller de coopération et d'action culturelle, qui ici s'appelle Monsieur Audrin de Kerbrel, que je rencontrerai tout à l'heure en début d'après-midi. Voilà, tout ce qui est scolaire, je rencontre et je suis en contact régulier avec le ou la conseillère de coopération et d'action culturelle. Le lien est très fort, évidemment. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? D'abord, la conviction. Je suis satisfait d'exercer ces fonctions parce que nous travaillons pour l'avenir, pour les générations futures, au travers de l'éducation. Comme je l'ai dit, j'ai choisi, quand j'étais plus jeune, de devenir enseignant. Mes parents étaient eux-mêmes des enseignants, mon père à l'université, ma maman en collège, professeur d'art plastique. Et donc, le métier de l'enseignement m'a toujours attiré parce qu'il permet de travailler à un monde meilleur, en formant des générations de citoyens équilibrés, éclairés, universels. Donc, c'est un métier au départ que j'ai choisi par conviction. Et puis, j'ai eu envie d'être chef d'établissement, de diriger un établissement, voilà, pour donner une nouvelle dimension à cette activité d'enseignement. Et aujourd'hui, évidemment, avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, de pouvoir continuer à exercer ces missions dans l'éducation à l'étranger est effectivement aussi quelque chose de très intéressant. Parce que toutes les écoles sont différentes, les pays sont différents. Voilà, donc c'est beaucoup de contextes auxquels nous devons nous adapter, parce que notre école a une vision universaliste, mais il ne faut pas oublier que nous sommes accueillis dans des pays. Voilà, des pays qui nous font l'honneur de nous accueillir et de nous autoriser à
ouvrir des écoles françaises pour scolariser des élèves de toutes les nationalités, ça nous oblige, voilà, à offrir un service de qualité qui donne satisfaction aux parents d'élèves. Et moi, mon grand bonheur, c'est justement de contribuer à cette qualité de l'enseignement dispensé. Que pensez-vous de l'école française à Dakar? C'est une très belle école. J'aime beaucoup les murs en briques rouges. J'aime beaucoup cette couleur ocre, qui me rappelle d'ailleurs un de mes postes au Maroc, où les palais royaux de Rabat sont dans cette couleur, un peu plus orangée d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup les écoles. Il y a beaucoup d'écoles, puisque ce matériau très ancien, la brique rouge, est utilisé dans beaucoup d'écoles, et partout où il y a des écoles en brique rouge, je les trouve toujours très belles. Vous avez la chance d'avoir un beau terrain extérieur, avec des arbres, avec de la végétation. Le bâtiment principal est un joli bâtiment. Voilà, c'est une très belle école, dans laquelle l'ambiance de travail est bonne, me dit-on. Et ça, c'est aussi des choses que je vais découvrir tout au long de la journée, parce que je suis arrivé hier soir. Et moi, je la trouve très très belle. J'étais ce matin à l'accueil, devant le portail, devant l'entrée principale. Et je connaissais l'école pour être venu en 2016. Moi, je trouve que c'est vraiment une très très jolie école. Et j'espère vraiment qu'elle va pouvoir continuer à vous satisfaire et à se développer également. Mai est le mois des langues pour l'AEFE. Quelle est votre vision du plurilinguisme et combien de langages parlez-vous? Alors, je ne parle que 2 langues vraiment bien, le français et l'anglais. J'ai une passion pour l'anglais depuis toujours, au travers de la musique, du cinéma, la culture, de manière générale. J'ai toujours été très attiré par l'anglais, donc j'ai un niveau d'anglais qui me permet de m'exprimer très très facilement en anglais, à la fois sur le plan professionnel, mais j'ai aussi beaucoup d'amis anglais, australiens, sud-africains, et j'ai le plaisir à vivre dans des pays anglophones depuis toutes ces années. Le plurilinguisme dans le réseau, c'est une force extraordinaire. Moi, mes 2 parents étaient français, on parlait que français à la maison, je suis marié une française, nous ne parlions que français à la maison. Mais nos enfants, par le simple fait d'être scolarisés toute leur vie scolaire, de la petite section à la terminale, dans des établissements français à l'étranger, où chacun arrive avec une culture, une langue. Ici, il y a 31 nationalités. C'est énorme. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas parler la langue de tout le monde. Mais bien évidemment que le plurilinguisme est une force, et on s'en rend compte au travers des résultats de nos élèves. Cela développe chez nos élèves des compétences et des capacités d'apprentissage supérieures à la moyenne. Voilà. Autrement dit, c'est un outil extraordinaire pour vous et pour nos établissements que d'avoir cet environnement plurilingue. Donc, bien sûr, on a l'allemand, on a l'espagnol, bien souvent à partir des classes de collège, qui est enseigné, mais on peut avoir aussi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde arabe, l'arabe. En Asie, évidemment, le mandarin est quelque chose qui se développe beaucoup. Toutes ces langues sont un atout et sont une ouverture sur le monde pour chacun et chacune d'entre nous. Mais moi, je n'en parle que 2, malheureusement. Alors, je parle un petit peu arabe, je le comprends parce que j'ai travaillé longtemps dans les pays arabes. J'ai des notions de russe pour l'avoir appris au collège. J'ai fait russe LV1, langue vivant 1. Mais voilà, les 2 seules langues que je maîtrise vraiment, c'est l'anglais et le français, évidemment, ma langue maternelle. Les villes accueillent tous les élèves, même s'ils ne parlent pas français. Pensez-vous que cela soit une bonne chose? C'est une excellente chose. Il faut se donner les moyens de bien les accueillir. Dès lors que nous prenons la responsabilité de les accepter, il faut les accompagner, surtout à leur arrivée, avec des dispositifs spécifiques d'apprentissage accéléré du français. Il est plus facile, effectivement, d'arriver en petite section d'une famille qui ne parle pas le français à la maison que d'arriver en CM2, par exemple, évidemment. Mais c'est important, dans la mesure où l'école a les moyens, la capacité d'accueillir dans de bonnes conditions, c'est important d'accueillir aussi des élèves dont les parents font le choix d'une scolarisation en français, dans un lycée français. Même si effectivement, c'est un challenge très fort et très important pour les élèves, mais aussi pour l'école, que de pouvoir débuter sans avoir appris le français d'une manière ou d'une autre avant d'arriver à l'école. Voilà. Vous avez un dispositif d'accueil aujourd'hui qui, je crois, donne satisfaction. Mais
ça nécessite un engagement aussi fort de la famille. Tout ne peut pas se faire, évidemment, dans le cadre scolaire. Il faut aussi, et j'ai aussi, en tant que proviseur, pendant 11 ans à l'étranger, accueilli des familles qui ne parlaient pas le français, avec lesquelles nous avions signé un contrat qui stipulait que, bien évidemment, dans le cadre du lycée, nous allions mettre en place des cours français accéléré, soutien, mais il fallait aussi que la famille, à la maison, fasse l'effort, par exemple, de lire des livres en français, de projeter des DVD, comme ça qu'on disait à l'époque en français, bref, faire en sorte que le français soit aussi une langue qui ait du sens pour l'élève à la maison. Et parfois, certains parents apprennent aussi le français, justement pour pouvoir montrer à leur enfant que le choix de l'école française, c'est un choix très réfléchi, très assumé. Quel est le métier que vous vouliez faire étant enfant? Si c'est joueur professionnel de football, j'aurais rêvé comme Yuri Djorkaeff, puisqu'on a à peu près le même âge avec la génération de l'équipe de France champion de 98. Moi aussi, j'aurais rêvé de marquer un but en finale de Coupe du Monde. Voilà. Mais je n'étais pas assez talentueux en football pour devenir joueur professionnel, donc je n'avais pas d'idée particulière enfant de ce que je voulais faire. J'ai toujours très bien travaillé à l'école, parce que mes parents étaient très exigeants à ce niveau-là. Et voilà, ça m'a permis de faire des études et ensuite d'embrasser cette carrière dans l'enseignement à l'international. J'ai choisi de pouvoir me réaliser dans ce que je fais. Mais j'aurais aimé être joueur professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Clark. Merci beaucoup à vous. Merci à votre professeur, Monsieur Bousquet. Et bonne journée. Bonne continuation.